Bonjour à toutes et tous. On va attendre que les uns et les autres se connectent. Je vais commencer par remercier Jude, là, qui est en back-office sur la gestion du webinaire. Je vous propose qu'on attende encore 2 petites minutes, le temps de faire arriver les uns et les autres et de se connecter. Et on pourra commencer notre webinaire sur les leviers d'action et les liens entre la RSE et les objectifs de développement durable. Ok. Je vous propose qu'on lance ce webinaire. On a déjà un certain nombre de personnes là, qui nous ont rejoints. Le but aussi, c'est de rester dans le timing qui nous est imparti et de ne pas renier sur la pause casse-croûte des uns des autres. Ça fait partie des éléments importants en termes de qualité de vie au travail et on va s'y tenir. Aujourd'hui, je vous propose ce webinaire sur la thématique les leviers d'action qui marchent. Et en termes de RSE, donc je me présente Alexis Creusot. Je suis président de la société Way2Excel et je vais rapidement me présenter et donner un peu plus de visibilité, en tout cas sur mon parcours et sur le pourquoi je suis animé par ces thématiques-là et qu'est-ce qui fait que je m'engage sur ces sujets de développement durable. Donc, je suis expert en qualité, sécurité, environnement, RSE depuis un certain nombre d'années maintenant, et plus particulièrement sur tout ce qui est normes et référentiels ISO. En fait, je suis un produit de l'industrie automobile. Ça fait 23 ans que je travaille dans cette industrie et majoritairement, j'ai eu des fonctions de responsable qualité, qualité client, qualité sécurité environnement. J'étais responsable d'un groupe de consultants pour les engager, les développer leurs compétences en termes de qualité auprès des constructeurs automobiles. J'ai travaillé pour ThyssenKrupp plus de 13 ans sur le site de la Smart où j'étais responsable qualité, sécurité, environnement avec des responsabilités logistiques aussi par la suite. J'ai pris des responsabilités en termes de sécurité pour toutes les entités ThyssenKrupp sur la France, où je faisais le lien avec la maison mère. J'ai eu aussi un engagement fort sur tout ce qui était excellence opérationnelle, donc tout ce qui touche au production system, pour ceux qui connaissent Toyota, mais chez un autre équipementier automobile. Et du coup, depuis maintenant 5 ans, entrepreneur avec une activité de conseil. L'activité de conseil est née en fait de par un développement de compétences où je suis relancé dans les études pour faire un executive MBA il y a 6 ans maintenant, qui était orienté sur de la créativité et de l'innovation. Et c'est là que j'ai eu les premiers, les premiers éléments de référence en termes de développement durable et la première approche avec les ODD. Et ça a quelque part changé un peu ma manière de voir les choses et mon engagement en termes d'implication sur ces sujets-là. Et durant cette même période, il y a 5 ans, vous avez tous le même clash que celui que j'ai vécu, qui était le Covid. Et pour resituer les choses, là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis au sein de notre chambre d'hôte, la Villa Maria. Et moi, je venais tout juste de lancer ma structure d'accompagnement avec Way2Excel. Et le Covid arrive.
On se retrouve avec des chambres d'hôtes arrêtées, mon activité de conseil qui était démarrée, qui devait attaquer le 1er avril, et c'était pas une blague, pour redémarrer un site qui avait brûlé dans le secteur de Niort. Malheureusement, ce client n'avait plus besoin de moi car il avait des ressources disponibles car Covid et car tout arrêté. Et du coup, on s'est retrouvé avec ma femme avec plus d'activité en cours et à se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quelque part, à chaque fois qu'il y a des mouvements brutaux, c'est là qu'on se réinvente et c'est là qu'on crée des choses qui sont le plus robustes. Et on s'est posé une question, on s'est dit qu'est-ce qu'on a comme ressources aujourd'hui disponibles? Qu'est-ce qu'on a dans le frigo? C'était une phrase qu'on m'avait partagée dans le cadre d'une incubation pour une de mes startups. Et du coup, cette phrase est revenue et on s'est regardé et on s'est dit tiens, on a de la cire d'abeille et on a du miel parce qu'on est apiculteur. Et de ce moment-là, qui était quand même un moment crucial pour nous et un pivot énorme en termes d'activité, on a créé des activités de production de produits cosmétiques. Là, le premier, là, il est là, vous en voyez un, c'est un stick à lèvres avec la cire d'abeille de nos ruches et de l'huile d'olive et un peu d'huile essentielle. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas bouger dans un rayon de plus de 10 km. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut produire? Et avec quoi on peut apporter de la valeur aux gens? Et surtout, mettre une économie qui soit en faveur du vivant et de la nature. Et c'est ce qu'on a fait avec la création de la marque de la Fleuropo. On y viendra un peu plus tard. Mais en tout cas, c'était un déclencheur important. Et on se rend compte que face à une problématique, on trouve souvent des ressources qu'on sous-utilise, et en tout cas, qu'on sous-valorise quelque part. Donc, ça, c'était un gros déclencheur. Sur les 5 dernières années, donc je suis président de Way2Excel. Je fais du consulting et de la formation avec SkillUp, un centre de formation. 18 années dans l'industrie automobile, comme je vous l'ai dit, sur des fonctions de codir principalement. Et depuis ces 5 dernières années, presque 6 maintenant, sur l'accompagnement, où j'accompagne les entreprises sur l'expertise de systèmes de management intégrés en tant qu'auditeur interne, externe, ou sur de l'accompagnement et la mise en place de stratégies RSE. Mon mode de fonctionnement est de dire pensons global, ne faisons pas des systèmes séparés, structurons ceci de manière très concrète et largement centrée et avec un système de management intégré. Des clients Arcelor, ThyssenKrupp ou des structures beaucoup plus petites, et on va voir que j'interviens dans des grands groupes comme dans des toutes petites structures. Et ma volonté, c'est de partager ces différences, en tout cas aujourd'hui, avec vous. Je suis engagé fortement au Centre des jeunes dirigeants. Le Centre des jeunes dirigeants, c'est une organisation qui a pour volonté de faire se transformer les dirigeants pour qu'ils mettent l'économie au service du vivant, et pas l'inverse. Et j'ai pu participer l'année dernière à la convention CJ Doyenne, où on a travaillé le parcours de transformation des dirigeants, parce qu'on sait qu'une entreprise, elle se transforme déjà par le dirigeant, pas que avec la globalité, mais il faut déjà commencer par le dirigeant. Si le dirigeant n'est pas parti dans le bon mood, on ne va pas arriver à faire fonctionner l'ensemble. Et je suis animateur Performance Globale, qui est un outil du CJD. Je vous montrerai un tout petit exemple tout à l'heure. Et autrement, je suis passionné par les abeilles. Ça, on en parlera aussi, apiculteur depuis 14 ans avec ma femme. Et j'aime les sports extrêmes, le BMX, le parapente, le paramoteur. Voilà, je pratique et je travaille sur des thématiques de sécurité, mais j'aime aussi me rapprocher du risque et le maîtriser par ces sports qui nous font mettre un pied en dehors du cadre. Voilà pour la personne en tout cas. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque de rentrer dans le vif du sujet. Mais vous comprendrez que ce parcours industriel QSE me fait transiter fortement vers le RSE, et c'est la tendance qui se fait aujourd'hui, en tout cas dans les entreprises. L'objectif du webinaire, 3 grandes phases. On va parler d'intention, le fait de basculer et de voir comment on transforme notre ambition en réalisation concrète et mesurable. On va voir qu'il va y avoir des choix à faire sur les enjeux pour définir les leviers qu'on veut mettre en place. Donc, je vous donnerai un certain nombre d'éléments et de cas concrets avec des structures comme ThyssenKrupp, Juva, ou des éléments que j'ai pu avoir dans certaines lectures aussi du Harvard Business Review, ou des exemples via le collectif Essémon. Et l'idée, c'est que pour les personnes qui voudront, au sortir de ce webinaire, je vous envoie un livrable avec un certain nombre d'actions et d'outils qu'on aura pu voir aujourd'hui, plus d'autres que je vous partagerai en additionnel. Pourquoi relier la RSE et les objectifs de développement durable? En fait, ils sont intrinsèquement liés quelque part, parce que le premier sujet, c'est de se dire comment je réponds aux attentes de mes clients, mes collaborateurs, mes partenaires,
parce que quelque part, si cet engagement-là n'est pas sincère et qu'il n'y a pas de la transparence dans mon engagement et dans ce que je fais, ça ne marchera pas. Et on va voir que le vrai facteur de succès sur ces thématiques, c'est cette notion d'engagement sincère et de transparence. C'est-à-dire que pour que ça soit sincère et transparent, il faut que ça soit fait de manière collective et de manière collaborative. Et on va voir que l'intelligence collective va être un outil primordial, quelque part, dans ces démarches pour lier les ODD et la démarche RSE. Les ODD, ils nous offrent une structure. Donc, on a besoin de cohérence. Certaines entreprises partent des ODD et se disent « qu'est-ce que je peux faire ?» D'autres se disent « moi, je fais ça, mon activité est orientée sur cette thématique-là, quel impact et quels ODD sur lesquels je travaille ?» Ça sera à vous de voir, mais là, on va voir en tout cas une structure qui va être donnée tout à l'heure, de dérouler, qui nous permet d'avoir un flux logique et une structure encadrée pour arriver à définir et mettre de la profondeur dans la démarche RSE. On verra les ODD, il y en a 17. Il y a des thématiques assez larges. On ne va pas pouvoir tout taper d'un coup. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on se concentre et qu'on définisse où est-ce qu'on met l'effort par rapport aux bénéfices et aux enjeux qu'on veut traiter. Donc, on va voir comment se focaliser sur l'essentiel et comment orienter nos décisions et notre activité de collaboration avec nos partenaires dans ce sens. Les ODD, c'est une chance, c'est un langage universel, hein. C'est vraiment international, hein. C'est les Nations Unies qui ont défini ces éléments-là déjà en 2015, donc ça a déjà 10 ans. Donc on se rend compte que quelque chose qui a 10 ans commence, j'ai envie de dire, à devenir de plus en plus visible, et il est temps, même si ce n'est pas encore toujours transparent dans les communications des uns et des autres, même que ce soit étatique ou des entreprises. Et après, on verra que, quelque part, ces objectifs de développement durable, ils nous permettent d'avoir et de s'orienter vers une performance globale, parce que si on s'axe sur ces éléments-là, notre transformation et notre RSE sera un vrai levier de performance économique, sociale, environnementale pour notre entreprise. Donc voilà le pourquoi. Je pense que le cadre est posé. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille point par point sur ces différents ODD et qu'on voit quelles thématiques et quels leviers d'action on peut identifier et mener, en tout cas dans une phase de développement. Donc là, on retrouve nos 17 ODD. On verra que notre petit dernier sur le partenariat et la réalisation des objectifs, finalement, c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre et tout l'aspect collectif qui va être mis en œuvre pour mettre les 16 autres objectifs en place et travailler sur ces objectifs. Donc, ça va être le collectif. Les trois premiers, en fait, je les ai nommés sur une base de fondation sociale. Pourquoi ? Parce qu'on va se rendre compte que ces 3 premiers objectifs de développement durable, si ces 3 bases-là ne sont pas travaillées, ne sont pas traitées, c'est très problématique pour la vie de manière globale, quelque part. Et encore plus dans une entreprise. Je vais prendre le premier sur cette notion de pas de pauvreté. On voit cette notion de salaire décent. Posons-nous juste la question. Regardez dans quelles entreprises, à partir du 15 du mois, vous avez des salariés qui vous demandent des avances de salaire. Ça va être un indicateur fort. Regardez ceux qui ont des saisies sur salaire. Ça va être aussi un indicateur fort. Ça veut dire que quelque part, on va avoir une instabilité, une fragilité. Et les entreprises engagées en termes de RSE, ça va être un des premiers leviers. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rémunérer plus les salariés, mais ils vont trouver des moyens, en tout cas, des supports pour accompagner ces personnes-là et leur permettre de vivre décemment, là en l'occurrence. Ça va se faire sur différents leviers. Ça peut se faire avec des partenariats locaux, des programmes de volontariat ou de la formation aussi plus largement pour se dire, OK, on parle de pauvreté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire monter en compétences pour faire monter en rémunération. Et du coup, ça peut être un levier, en tout cas d'action, des entreprises engagées en termes de RSE pour répondre à cet objectif de développement durable qui est le premier sur le fait de ne pas avoir de pauvreté. Plus dans une étape seconde, avec ce deuxième objectif, la fin zéro, on a des entreprises qui font des dons de produits à des banques alimentaires ou au Resto du Cœur, ou qui font des dons de produits sur des sites de production industrielle. Je prendrai des exemples comme chez Thiriet, ou même sur dans la grande distribution. Voilà, ce don de produits va permettre d'aider, que ce soit les salariés ou la communauté globale à l'extérieur, en tout cas dans une communauté proche à l'entreprise. On va avoir des thématiques aussi autour des programmes de nutrition.
On va faire le lien aussi rapidement avec le troisième ODD, qui est de dire, si j'accompagne la nutrition et le bien manger quelque part aussi, que ce soit dans mon entreprise ou en dehors de l'entreprise, je vais pouvoir avoir des personnes qui sont en meilleure santé. Si elles sont en meilleure santé, quelque part, elles seront plus présentes, elles seront moins malades. Donc, on va travailler vraiment sur des facteurs qui sont clés pour l'entreprise parce qu'on va jouer sur le turnover. Là, on va parler d'absentéisme. J'ai plutôt tendance à préférer un indicateur de présentéisme qui sera plus positif dans la démarche, en tout cas. Mais ces éléments-là font partie aussi d'éléments clés pour que la santé, la qualité du travail soient OK dans l'industrie et dans l'entreprise. On voit aussi des jardins d'entreprise, des structures qui mettent en place des jardins, alors ou pour alimenter une cantine d'entreprise, ou pour permettre de faire des paniers directement pour leurs salariés. On peut imaginer ça plus largement, des parrainages ou des partenariats avec des maraîchers ou des maraîchères locales. Donc cette notion de zéro faim aussi, elle a du sens, c'est de se dire si chacun peut faire, produire ou pousser aussi ce dont il a besoin, ça peut aider. C'est pas possible partout, mais en tout cas, l'orientation, c'est d'y tendre. Pour venir sur ce troisième objectif de développement durable, la bonne santé et le bien-être, c'est un facteur clé, on l'a dit. On va retrouver ici une notion de produit accessible. Alors, produit accessible, ça va être tout ce qui est bien de santé. Ça veut dire votre accessibilité grâce à la mutuelle, grâce aux complémentaires qui sont mis en place. Vous allez avoir, je prends des exemples comme Juva, qui mettait à disposition au club de foot et sport local des produits pour l'hydratation qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Donc on est sur cette notion de comment, ou par mon produit, ou par mon support auprès des salariés et les collectivités locales, je peux participer à la bonne santé de mes salariés et des parties prenantes. D'autres structures vont travailler et faire des dons, alors certaines parce qu'elles sont dans la recherche médicale avancée sur ces thématiques, ou d'autres faire du mentorat ou du partenariat ou du financement de recherche médicale pour travailler sur des maladies ou des thématiques qui seraient liées aux problématiques de la santé. Certains vont travailler aussi sur la santé, la sécurité au travail, pour améliorer les conditions de travail aussi des salariés sur le lieu de travail. Donc on a cette notion de bien-être. Bien-être, ça ne va pas être juste une notion de faire venir quelqu'un qui va masser les salariés, un ostéo. Effectivement, c'est des chemins, mais on a vraiment cette notion de travail à la source et de faire que le travail ne nuise pas à la santé des salariés et des parties prenantes de l'entreprise. Donc voilà, sur ce premier socle-là, quelque part, ces trois premiers objectifs, on est vraiment sur la base et la fondation. Tout le reste, c'est du plus. Et tout le reste, si ces trois leviers-là ne sont pas activés, le reste, c'est même pas la peine de travailler dessus quelque part, parce qu'on n'arrivera pas à travailler dessus. Pour suivre, on a des personnes en bonne santé, avec une certaine équité en termes de rémunération et des rémunérations décentes. Il y a un impact local, et maintenant on va travailler sur une notion de comment je fais monter en compétence, je développe la qualité de l'éducation et de la formation, l'égalité entre les sexes et l'approvisionnement en eau et l'assainissement de l'eau. Si on va sur le premier, sur l'éducation, la qualité de l'éducation, effectivement, dans toute démarche d'amélioration ou de certification ou de développement d'entreprise, il y a un élément clé qui est la formation des collaborateurs. On se rend compte qu'on peut aller plus largement. On peut partager aussi du savoir-faire de l'entreprise vers l'extérieur. Je vous donne un exemple d'une structure que j'ai accompagnée qui a des ressources expertes en sécurité au travail et une mairie, donc la mairie du lieu d'implantation de cette entreprise, qui a des difficultés à faire passer les messages et à travailler sur la culture sécurité des salariés, des employés communaux. Et ben, il y a un partenariat en fait éducatif, ou en tout cas un partenariat de partage de compétences, où cette collaboratrice est allée un samedi matin former l'ensemble des collaborateurs de la mairie sur la culture sécurité et comment développer une culture managériale et organisationnelle orientée vers le zéro accident. Donc on voit des partenariats qui se créent aussi en dehors de l'entreprise. Et c'est cela qu'il faut mettre en avant, et c'est cela qu'il faut travailler, parce que c'est cela qui vont faire que l'ensemble et la globalité des partenaires autour de nous vont pouvoir fonctionner en sécurité, là, si on prend cette thématique-là en l'occurrence. Donc on a cette notion de formation continue, effectivement, des salariés en interne, le fait d'avoir des partenariats aussi éducatifs avec des écoles métiers. On voit un certain nombre d'unions, de structures, je pense à l'union de l'industrie du métier de la métallurgie,
qui mettent des écoles en place pour former au métier de cette industrie. Ah oui, effectivement, il y a besoin de ces partenariats pour pouvoir monter en compétences et faire que ces industries sont pérennes dans le temps. Ou des programmes de stage pour les jeunes pour découvrir les entreprises ou pour rentrer sur les activités existantes dans l'entreprise. L'ODD numéro 5 est sur l'égalité entre les sexes. Alors là, on voit, il y a des thématiques qui sont réglementaires, mais il faut sortir de ce cadre-là et aller plus loin. On voit cette notion de parité salariale, de promotion des femmes, de sensibilisation aux préjugés, de soutien aux parents. Effectivement, on a besoin pour la robustesse de l'entreprise, que tout le monde soit traité de manière égale, que ce soit en termes de rémunération, que ce soit en termes de disponibilité, de gestion des contraintes familiales ou externes, que ça soit partagé en tout cas et que ça soit bien pris en compte en tout cas dans les horaires de travail, dans les mises en place d'activités, dans les postes. Bref, cette notion-là est très importante. On va voir des crèches qui vont se mettre en place, on va voir pour permettre à certaines femmes sur des activités de management à être disponibles les moments venus. On va voir des activités autour de... J'en avais une qui me passait par l'esprit, mais je ne l'ai plus, mais c'est pas grave. Donc on va avoir vraiment cette notion, cette orientation. Il n'y a pas que les amendements et les engagements de l'entreprise, il y a aussi cette notion d'intégrité et d'égalité entre les sexes qui est à prendre en compte. Le prochain, c'est notre impact sur l'eau. On se rend compte effectivement que l'eau, que ça soit dans l'industrie, dans les services, c'est un élément qui est fortement consommé. Dans l'industrie, peut-être encore plus que dans le service, bien entendu. Mais effectivement, cette eau potable, elle n'est pas infinie. Il faut la préserver et surtout ne pas la polluer. Donc on voit ici des notions de recyclage, de réduction de nos consommations, de sensibilisation et de projets communautaires autour de l'eau. Donc ça peut être des projets communautaires aussi, plus loin que l'entreprise. Des éléments sur lesquels je travaille beaucoup plus personnellement, on voit cette notion d'énergie. On a vu le collectif, la partie santé et sécurité, ce qui se passe autour de nous, et maintenant cette notion d'énergie. On a besoin d'énergie propre et de coûts abordables. Qui n'a pas vécu ce moment où l'énergie avait fait x2, x3, voire plus pour certaines énergies? Pour qu'une entreprise soit robuste, parce que c'est ce terme-là et c'est ça qu'on recherche, c'est cette notion de robustesse qui est importante, ça va effectivement être lié à cette notion énergétique. Alors, il y a des orientations, effectivement, il y a des industries qui s'orientent vers de l'ISO 50001, vers un certain nombre d'améliorations d'efficacité énergétique, effectivement. D'autres qui s'engagent vers l'utilisation d'énergie renouvelable, avec le solaire et l'éolien, ou de partenariats avec des fournisseurs énergétiques propres. On peut même voir jusque-là des entreprises et même des particuliers producteurs aujourd'hui qui créent des coopératives pour produire de l'énergie. Donc on voit vraiment que c'est une notion qui est très très importante et le tout pour réduire les émissions de CO2 de carbone. Donc on voit que l'impact est très très important en tout cas en termes de RSE et que cette énergie est un élément clé au même titre que l'humain. Le point suivant est orienté finalement sur le travail décent et la croissance économique. On sait que si notre activité, notre structure ne crée pas des opportunités d'emploi quelque part localement, on sait que l'ancrage lui sera plus dur. Donc il faut mettre de la visibilité sur l'entreprise, rendre l'activité attractive aussi. Donc ça va passer par les conditions de travail, ça va passer par des programmes de développement de compétences, ça va passer par le fait d'avoir une structure qui est dans l'innovation et qui cherche à être à la pointe et à la protection, travaille à la protection de l'environnement. Donc ces éléments-là vont permettre de faire de l'attractivité, parce que c'est un travail décent, et ramener de la croissance économique. Forcément, s'il y a de l'activité, je vois des entreprises qui sont passées de 20 à 200 ces dernières années, effectivement, ça permet de ramener de l'attractivité. Après, il faut ramener de la stabilité, et la stabilité passe par les leviers RSE. Le prochain ODD, le 9e, on est sur l'innovation dans l'industrie et travailler sur ces infrastructures. Donc effectivement, on va travailler sur la recherche et développement sur les produits, ça c'est une chose, mais on va aussi travailler sur la construction d'infrastructures durables. Alors effectivement, il y a des cadres légaux et réglementaires qui imposent un certain nombre de choses, mais on peut aller plus loin dans certains cas. On peut travailler avec des coopératives qui vont vous permettre d'installer des systèmes d'énergie solaire ou autre. On va pouvoir travailler avec des startups ou soutenir des startups qui vont être dans l'innovation ou qui vont être sur ces notions de
protection de l'environnement aussi, ou d'adopter des technologies qui sont plus vertes sur les productions. Alors, il y a des productions qu'on arrive à faire évoluer. On va voir par exemple dans l'acier, ils sont passés du charbon au gaz à l'électrique maintenant. Donc on voit qu'il y a des évolutions qui se font dans les industries, mais pas que. Mais l'industrie n'a pas le choix. On a vu, hein, par exemple, je prendrais un ArcelorMittal, n'a pas eu le choix que de changer sa manière de produire par rapport aux évolutions des coûts de l'énergie et à l'impact que ça avait sur le produit. C'était un killer point. Maintenant, on va arriver sur cette notion d'inégalité. Donc, on va voir aussi, en termes d'objectifs de développement durable, cette notion de tout le monde doit pouvoir travailler dans notre entreprise. On doit travailler la diversité, on doit travailler l'inclusion, on doit travailler avec des partenariats communautaires. Et on doit former et sensibiliser sur ces thématiques. C'est un élément clé. Et il y a 30 ans ou 40 ans, c'était moins flagrant, c'était moins nécessaire, mais maintenant, c'est primordial. Il y a de la place pour tout le monde dans nos industries, dans nos entreprises. Il faut travailler à comment intégrer l'ensemble des personnes sans qu'il y ait de discrimination ou autres problématiques d'inégalité, en tout cas au sein de nos entreprises et dans le collectif local. On a un facteur clé qui sont les villes et les communautés. Donc c'est comment je m'engage dans ma communauté, dans ma ville. Donc on a eu un exemple tout à l'heure sur l'aspect sécurité, mais on voit les écoles qui font dans la journée mon village propre. Et voilà, il y a des entreprises qui s'engagent aussi et qui le font avec, par exemple. L'idée, c'est de rentrer dans, alors de manière bénévole ou pas, hein, ça dépend, mais de rentrer dans la démarche collective pour rendre la communauté et nos villes plus durables et de faire que nos salariés et nos activités propres de nos entreprises puissent avoir un impact positif dans ces communautés. Le dernier, c'est ce 12e, pas dernier, mais le 12e en tout cas. On va travailler sur notre consommation, notre production. Effectivement, on va développer des produits, travailler l'éco-conception, travailler des packaging qui sont réutilisables, réduire ou recycler les déchets, mais j'ai tendance à dire que le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Sélectionner des fournisseurs durables, éduquer nos consommateurs. Alors, on va voir, j'ai un exemple qui vient. Alors, je vous ai dit, on a développé, ma femme a développé une marque de produits cosmétiques et éduquer le consommateur, c'est un choix. Des fois, nos choix dans le développement de nos produits n'est pas toujours simple à expliquer. Je vais vous donner un exemple. On a eu une demande par le parc des Vosges du Nord de créer un baume qui s'appelle le baume du lynx. Ce baume du lynx, il a les mêmes propriétés qu'un baume du tigre pour les sportifs qui ont l'habitude de se masser avec ce type de produit. Il a les mêmes caractéristiques, sauf qu'il est fait avec des produits très locaux. Et on retrouve encore à nouveau la cire de nos riches. Quand on a développé ce produit-là, c'est posé une question. On était en échange avec les toxicologues et qui nous disaient, attention, dans le développement de ce produit et cette recette, il y a une matière qui s'appelle le camphre. Et cette matière-là, l'année prochaine, aux États-Unis, elle va être interdite. Pourquoi? Parce que matière première avec des problématiques de CMR, cancérigène. Bref, je vous passe le détail. Un produit, une matière qui est, ok, naturelle, mais tout ce qui vient de la nature n'est pas forcément bon pour l'homme. Donc, il y avait un choix. J'avais le choix. Et ce camphre-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui fait que quand on se masse, ça chauffe. Quand on prend le baume du tigre. Donc là, il faut éduquer. Je me vois encore sur un marché avec ma femme à expliquer à quelqu'un que non, il ne chauffe pas. Parce qu'en fait, on a enlevé cette matière qui, quelque part, n'est pas bonne pour la personne. Donc, et au-delà de ça, nous, on ne se voyait pas forcément utiliser un produit dans nos assemblages et dans nos productions, pour nous qui faisons ces produits, qui les produisons, alors que le produit est dangereux. Donc, vous voyez, des fois, il faut faire des choix qui sont responsables, c'est une chose, mais qui ne sont pas simples. Parce que éduquer les consommateurs parce qu'un produit n'était pas bon, tout le monde n'a pas cette notion-là. Il y a une personne qui m'a dit, non, s'il ne chauffe pas, il n'est pas bon, il ne fait pas le job. Alors que si, concrètement, il fait le job. Donc, on va voir que sur ces différentes thématiques, en fait, il y a un gros choix de responsabilité et d'engagement. Choisir, hein, c'est renoncer, c'est ce qu'on dit, ou j'ai envie de dire, choisir, c'est s'engager. Et donc là, en l'occurrence, c'était de se dire, non, on peut faire les choses différemment. On n'est pas obligé de reproduire. Et surtout pas, surtout s'il y a des impacts sur l'homme et sur nos clients directement, et même sur nous, utilisateurs ou producteurs ou salariés producteurs de ces produits.
qui est négatif. Donc ne le faisons pas et restons engagés sur cette démarche-là de consommation et de production responsable. Le 13e indicateur, c'est la mesure relative, lutte contre les changements climatiques. Bon, celui-là, on en entend énormément parler avec les plans de réduction d'émissions à effet de serre. Beaucoup d'entreprises sont engagées sur des plans 2030 avec les différents jalons sur les CO2 roadmap. Donc on voit que c'est un sujet engagé avec une démarche d'énergie renouvelable de plus en plus implantée et de collaboration et d'organisation pour les projets climatiques. On a tout ce qui est vie aquatique. Donc là, on a vraiment cette notion de rejet, de limiter les rejets. Alors j'ai envie de dire de rien rejeter en fait quelque part. Parce que bon, organiser des événements pour nettoyer les plages et rivières, c'est bien, mais quelque part, si on pouvait éviter de les salir, ça serait encore mieux. Ça reste comme les déchets, et de développer des produits respectueux de la vie marine. Donc, en l'occurrence, là, les produits qu'on a supprimés de notre baume, c'était aussi parce qu'il n'était pas bon aussi pour les milieux aquatiques. Donc, quelque part, ce choix-là, il était complémentaire, il était bon pour les personnes, bon pour la planète. Et notre volonté, nous, c'est d'avoir un impact le plus faible sur la vie terrestre. Donc, du coup, on est sur cet indicateur, cet objectif numéro 15, parce qu'on veut protéger la biodiversité. Comme je vous l'ai dit, on est apiculteur et c'est un levier fort pour nous et c'est un engagement fort, en tout cas, dans nos démarches, de développer des produits respectueux pour l'environnement. On a sur ce dernier aussi une notion de sensibilisation de protection de la faune et de la flore. On va voir qu'il y a un certain nombre de mouvements assez engagés qui sensibilisent aussi sur ces thématiques et qui sont en capacité de faire des sensibilisations dans les entreprises. Et ça se fait de plus en plus, des sensibilisations autour de la biodiversité. On a connu les fresques du climat, les fresques du digital, là vraiment sur des notions de biodiversité et de sensibilisation qui sont accrues et qui se font de plus en plus dans les entreprises. On se rend compte que si tous les sujets auparavant ne sont pas traités, voilà, on le voit en ce moment, hein, cette notion de paix n'est pas très très stable, mais elle n'est pas très stable parce que les 15 autres objectifs avant ne sont pas stables. Du coup, on voit vraiment que ça a un impact et que c'est nécessaire pour la stabilité quelque part plus largement du monde. Alors il faut le faire local, mais ça nous permet de réfléchir et de penser quand même global et de se dire que, voilà, petit impact, petite action, mais gros impact globalement. Donc engageons-nous sur ces 17 objectifs. Et le tout dernier, comme je vous l'ai dit au début de la présentation, on a besoin de ces partenariats et sans ces partenariats, il ne se passe rien et on ne travaille pas sur les autres. Donc on a besoin de partenariats et de trouver des collaborations pour avancer sur les 16 autres objectifs de développement durable. On a fait le tour de ces 17 objectifs de développement durable, qui était une première partie en tout cas de la présentation que je voulais vous faire, avec les différents types d'actions qui sont en cours globales, en tout cas, mais qui permettent d'avoir une première vision. Maintenant, c'est comment on met tout ça en place et comment on mobilise. Alors, on a un gros mot, ce fameux mot de partie prenante, qui est pour tous ceux qui ont été sur des certifications ISO 14001, c'est quelque chose qui est ancré depuis assez longtemps sur la partie environnementale, qui est venu après dans tous les ISO suite à la transformation avec la HLS structure, donc la High Level Structure, où cette notion de partie prenante était intégrée, peu importe le référentiel. Et on voit que cette démarche-là, elle est importante, sauf que dans les démarches de certification, jusque-là, c'est quand même une réflexion qui reste entre soi, j'ai envie de dire, dans l'entreprise. Ça sort rarement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe QSE, RSE qui se mettent autour de la table et qui cherchent les informations qui semblent pertinentes et qui leur permettent de voir si ces parties prenantes sont importantes ou pas, quelque part. Ce qu'on a dans la démarche RSE, on franchit un cap et c'est plutôt tant mieux. Pourquoi ? Parce que on a besoin de les intégrer réellement et de créer de la collaboration et d'échanger avec elles. Donc là, ce qu'on voit ici, quand je dis la clé d'une RSE réussie, c'est déjà les identifier, mais ça, quelque part, toutes les entreprises qui sont engagées dans une démarche QSE, j'ai envie de dire, ils sont déjà passés. Maintenant, il va falloir l'élargir un peu plus pour pouvoir aller plus proche des éléments RSE. On le voit ici, une notion de visualisation avec des couleurs. Moi, je trouve ça, celle-ci est assez sympa, avec au centre une partie locale. Donc, on est très proche de l'entreprise avec les salariés, les clients, les fournisseurs. Et plus on s'éloigne, plus on prend de la hauteur et plus on est global, j'ai envie de dire. Ici, on va parler de
construction et de l'entreprise dans le TPE, BPE. Et là, on va chercher les majors du BTP, les structures associatives et d'union du BTP, bref. Voilà, ça permet d'avoir une vision globale, en tout cas, des parties prenantes. Et pourquoi cette vision elle est nécessaire? Tant que je n'ai pas ma cartographie, je ne peux pas les mobiliser, les solliciter. Une fois que je l'ai, il va falloir que j'aille chercher du contact un peu sur ces différentes strates de parties prenantes, sur les différents niveaux, parce qu'on va se rendre compte que les différents niveaux, ils vont avoir un impact sur notre activité, sur notre développement RSE, mais ils vont aussi avoir potentiellement des sources de synergie et des supports qui vont pouvoir nous apporter, ou inversement, nous leur apporter du support. Donc cette cartographie est primordiale, on commence par celle-ci. L'idée, c'est d'avoir un échange et un dialogue commun. On va voir que ça va passer par des ateliers collaboratifs. Il faut réussir à mettre une bonne partie de ces parties prenantes. Alors, vous verrez, c'est très compliqué de les avoir toutes autour de la table au même moment, mais c'est nécessaire parce que c'est l'échange-là qui va ramener des éléments de construction et des éléments d'action pour la suite et qui vont permettre de faire un vrai développement et d'avoir des actions concrètes qui vont se mettre en place sur le terrain. Et tout ça, ça va permettre un ancrage territorial qui sera plus fort. On va les mobiliser. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de travailler avec eux sur la matrice de matérialité. Pour ceux qui sont déjà engagés dans une démarche RSE, vous en avez très certainement entendu parler. Pour les autres, on va aller dans le détail de cet élément-là. Ici, on voit deux axes. Un axe de l'urgence. L'urgence, ici, c'est qu'est-ce qu'attendent nos parties prenantes, avec des éléments plus ou moins urgents et plus ou moins importants. Et ici, c'est l'importance que ces éléments ils vont avoir par rapport à notre activité. Et on voit des zones avec des enjeux cruciaux, des enjeux majeurs. Cette matrice, elle va nous permettre de visualiser et de prioriser ce qui, pour nos parties prenantes et pour nous, sont cruciaux. Si on rate ces sujets-là, on va passer à côté. On voit ici une notion de thématique, et je vais vous en présenter une renseignée juste après, qui a été faite, qui est celle de Auchan, avec des niveaux de développement et de déploiement, de maturité, on va appeler aussi, qui vont nous permettre de dire, OK, comment on se situe par rapport à cette thématique. Si je prends l'exemple juste après, alors là, ici, c'est un exemple de groupe de collaboration qui a été fait chez Decathlon avec un des formateurs que j'ai pu suivre, où ils travaillaient avec toutes les parties prenantes là, de Decathlon. Ils avaient une thématique sur laquelle ils voulaient travailler, un enjeu, qui était de dire ils voulaient zéro casque jeté. Donc les casques de vélo, de skate, de trottinette, etc. Zéro casque jeté. Du coup, vous avez mis autour de la table, et pas que autour de la table, vous voyez, il y a beaucoup de post-it. Et on va voir que dans ce que je vais vous présenter, il y a pas mal aussi de ces outils-là post-it, parce que c'est de l'intelligence collective et c'est en ayant ces acteurs-là qu'on arrive à trouver des chemins de solution. Pour revenir sur notre matrice de maturité, là, vous avez l'exemple de Auchan. On voit donc l'importance pour les parties prenantes, ici, l'importance pour Auchan. Et on va se concentrer sur ce qui est au-dessus, là, au-dessus du trait vert. On va retrouver différents éléments. Donc, comme on l'a dit, on va cibler et travailler sur ceux qui sont sur le dessus. Si on regarde ici, on voit qu'il y a un élément qui est très peu traité, qui est tout petit ici, là, c'est les conditions d'élevage. On se rend compte que c'est un élément qui est super important pour les parties prenantes. Donc, on va retrouver les clients, on va retrouver les organismes sociaux, locaux, etc. Les salariés aussi, bien entendu. Et de se dire, ça, en fait, le niveau de maturité par rapport à ce sujet, il est très faible. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la maîtrise. On n'est pas dans la maîtrise et, si ça se trouve, les conditions d'élevage des produits qu'on vend sont catastrophiques. Et donc, comme on n'est pas dans la maîtrise, il va falloir aller creuser là-dessus et avancer sur ce sujet. Et on se rend compte ici, on voit un lien avec les couleurs aussi, avec ces éléments qui sont les enjeux qui ont été définis par l'entreprise, qui sont les plus importants. Donc vous voyez, il n'y en a pas 17, là il y en a 9, c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de dire, si on en a entre 3 et 8, c'est déjà vachement bien. Et voir le niveau de maturité des uns et des autres. On voit par contre qu'on a à côté des éléments sur le gaspillage alimentaire, sur la traçabilité du produit, qui sont très importants pour nous et importants aussi pour les parties prenantes, mais sur lesquels on a un niveau de maturité avancé. C'est-à-dire que c'est quelque part nos points forts. Donc gardons ces points forts-là, mais par contre travaillons sur nos points faibles. Et on voit qu'entre les deux, il y a le fait d'avoir des aliments sains, des productions locales et nationales, sur lesquelles il va falloir engager encore plus les démarches pour travailler à créer du partenariat sur ces thématiques-là. Donc on voit ici un lien. On voit aussi un lien, alors pas sur les couleurs, ici, ils ne sont pas allés jusque-là, mais on pourrait très bien imaginer un lien avec les couleurs sur des thématiques et des enjeux qui seraient liés aux ODD, à nos fameux objectifs de développement durable. Je
pense que ça, c'est l'étape supplémentaire qui peut être engagée, en tout cas, en termes de déploiement, de visibilité et de mise en avant pour que, quand on communique sur ces thématiques-là, ça soit le plus simple pour tout le monde. Voici un exemple, du coup, de matrice qui a été mise en place. Je vais reprendre un autre exemple. On a vu cette matrice de matérialité, c'est une chose. Mais on voit que dans cette notion de RSE, il y a un élément clé, et cet élément clé qui va nous permettre de la performance globale, c'est la coopération. La coopération, elle se fait sur 3 piliers. Le premier va être sur le partage de la valeur. C'est comment, avec mon écosystème et parties prenantes, je vais partager la valeur. On est clair que sur cette notion-là, si je n'ai pas un partage de la valeur équitable, le process et la coopération ne fonctionnent pas. On va tout le temps être dans la crainte, en disant oui, lui il gagne plus que moi, etc., etc. Donc, il faut vraiment que sur cette démarche-là, on puisse créer un endroit où le partage de la valeur est clair pour tout le monde. Le deuxième pilier, c'est l'organisation de la gouvernance. Alors, on ne va pas parler de dire que tout le monde doit se décider de tout. Non, par contre, elle doit être super partagée. C'est-à-dire que chacun dans l'entité, chacun, que ce soit fournisseur, partenaire, externe, puisse avoir son mot à dire et devienne acteur finalement et puisse intégrer sa voix dans les décisions de l'entreprise. Donc là, c'est pas le plus simple, mais en tout cas, c'est de se dire comment je cherche à intégrer un maximum de monde pour partager la gouvernance au sein de mon entreprise. Et le dernier, c'est la contribution à l'écosystème, c'est comment je m'engage activement dans le développement de mon territoire, avec mes écoles, avec les mairies, etc., etc. Là, l'exemple que je vais vous partager juste après, c'est un exemple qui me parle plutôt fort, c'est l'exemple du collectif Essémon. Et sur ce collectif, donc, il y a un apiculteur à la base, donc 2 apiculteurs, pardon, à la base, une personne qui fabrique des produits cosmétiques, une maraîchère, et une personne qui fait de l'accompagnement dans les industries et dans les entreprises. Cette personne-là, en l'occurrence, c'est moi. Et du coup, ces 4 personnes-là, on s'est mis autour de la table et on s'est dit, OK, on veut créer un collectif. On veut créer un collectif qui porte de la valeur. Par contre, qu'est-ce qui nous réunit? Donc là, on est parti sur l'intelligence collective et de se dire, quelles sont les valeurs qui vont faire transpirer notre activité? Dans les entreprises, on a souvent des valeurs qui reviennent et qui descendent d'un groupe ou qui descendent d'une entité. Là, l'idée, c'est de faire co-construire ces valeurs. Donc, je vous invite, dans les entreprises qui se lancent dans une démarche RSE, d'avoir une étape de co-construction des valeurs avec les salariés et l'ensemble du personnel. Et si en plus, on peut y intégrer les parties prenantes autour, c'est encore mieux. Parce que ça veut dire que tout le monde va transpirer, entre guillemets, va se mettre en émotion, et va créer de l'action quelque part, parce qu'on est en lien sur ces thématiques-là. Donc là, on retrouve passion, confiance, santé, qualité de vie, équité, esprit d'équipe. Donc on voit que tout à l'heure, on parlait de partage de la valeur. Cette notion d'équité, elle est hyper importante dans ce collectif qui a été créé. On voit ici un autre exemple d'élément qui a été utilisé dans une entreprise que j'accompagne. Une entreprise qui est dans l'industrie automobile, qui s'oriente sur une vision stratégique 2025-2030 et qui avait pour ambition de dire, OK, on n'est pas encore dans une démarche RSE, mais on va intégrer cette démarche RSE dans notre process et dans notre déploiement. Et là, on a pu faire un groupe de travail avec différentes parties prenantes de l'entreprise, là, déjà initialement, pour commencer la démarche. Et de se dire, voilà, on veut aller où en 2030, en tout cas, des jalons entre 2025 et 2030. Et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme thématiques qui doivent ressortir, que ce soit en qualité, sécurité, environnement, énergie, et sur la démarche RSE. Et là, de l'intelligence collective, on fait ressortir un certain nombre de sujets qui sont forcément en lien avec des ODD, on les verra juste après. Mais qui est de se dire, voilà, il y a une thématique sur le zéro accident, le fait d'améliorer les conditions de travail, d'automatiser un certain nombre de process pour réduire les activités répétitives, et avec de l'intelligence, des automatisations d'intelligence, des roadmaps sur le CO2, la circularité sur les déchets, du développement humain et la gestion de projet, de la gouvernance avec du partage et l'intégration de critères RSE dans tous les projets et les décisions stratégiques. Et ça, c'est ce qui est ressorti finalement de l'intelligence collective, de cet échange et de l'orientation qui a été définie pour l'entreprise. Après, on a fait l'exercice de se dire, voilà, mais ce qu'on a défini, ça touche quoi comme objectif de développement durable? Et on se rend compte que finalement, c'est pas toujours simple de se dire, j'ai traité tous les sujets et je suis allé sur les 17 objectifs de développement durable. Là, sur un workshop qu'on a pu faire, on voit qu'on en touche 5. Après, c'est les primordiaux, j'ai envie de dire, c'est d'avoir
des salariés en bonne santé et le bien-être des salariés, d'avoir un travail décent, d'avoir une croissance économique qui soit viable pour tous, de travailler dans l'innovation et d'avoir des structures qui soient pérennes, avec un impact faible sur le changement climatique et d'avoir des produits et des consommations responsables. Donc on retrouve quand même des éléments assez forts. Ça veut dire que cette mise en place et ce collectif qui a créé, via de l'intelligence collective, une orientation, une politique et une vision orientée sur les années à venir. Donc on voit ressortir 5 éléments. Et c'est ce qu'il faut faire ressortir finalement dans ces visions stratégiques pour les entreprises qui s'engagent dans la démarche. Un autre cas concret, là on est encore plus dans cette notion de visualisation. Alors les post-it, ils étaient bien avant sur celui-ci. Donc là c'est une feuille de route 2022-2024 avec des priorités. Donc là l'idée c'était, cette entreprise c'était, ok, j'ai 15 priorités, ce qui est déjà énorme en termes d'orientation. Sur ces priorités, je définis des objectifs que je vais atteindre dans les 2 ans à venir. Donc cette feuille de route a été démarrée en 2022 jusqu'à 2024 avec un certain nombre d'objectifs à atteindre. Diversité des genres, atteindre un taux de 30% de femmes dans les positions managériales. Je vais prendre un autre élément, émissions CO2 indirectes avec les scopes 1 et 2. Quand est-ce que j'y vais? À quel moment j'y vais? Comment je démarre? Utilisation de matériaux recyclés, atteindre un taux d'utilisation de 15% de plastique recyclé et 40% de matériaux recyclés dans les produits fabriqués dans le groupe. Donc on voit qu'à chaque fois, ils se sont donnés une orientation très ciblée, avec un objectif à atteindre, quantifiable, SMART toujours. Hein. Ça, je ne vous réexplique pas SMART, comment ça se déroule, mais ils sont précis, ils sont dans le temps, ils sont en place. Et eux, ce qu'on fait, ils se sont dit, pareil, ces thématiques-là, quel objectif de développement durable ça impacte? Là, on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 5, il y en a 10 qui sont traités sur cette politique et cette vision à 2 ans. Donc on voit déjà qu'il y a un peu plus de choses intégrées. Je vais vous redonner encore un autre exemple. Là, c'est l'exemple de chez Total. Alors après, discutable, pas discutable, mais en tout cas, ils font une démarche qui est très, très engagée et très importante sur leurs activités. Et là, on voit qu'ils ont fait une vision stratégique, en fait, dans laquelle ils ont fait un lien avec la mission et les leviers d'action qu'ils ont pu mettre en place. Et c'est de se dire, voilà, j'ai 4 axes prioritaires. Le premier, c'est j'intègre le climat dans ma stratégie. Le deuxième, c'est je préserve l'environnement. Le troisième, c'est je respecte et je mobilise en fait mes collaborateurs, mes fournisseurs. C'est-à-dire que je les intègre dans toutes les prises de décision. Et je contribue au développement économique des territoires d'ancrage. Partout où je suis ancré, je dois contribuer à ce développement économique. On voit derrière, ils ont mis pour chaque grand pilier des actions fortes à mettre en place, qui sont quantifiées et mesurées dans d'autres espaces avec leurs indicateurs associés. Et ils se sont posés cette même question, c'est de se dire, sur ce pilier-là, qu'est-ce que je touche? Ah, je touche sur ces 3 objectifs de développement durable. C'est dans ma mission, c'est des objectifs qui sont définis dans ma mission. Là, ici, j'ai des thématiques qui sont des contributions indirectes. Par contre, dans ce deuxième élément, préserver l'environnement, on voit clairement que s'ils ne vont pas sur ces thématiques-là, sur le terrestre, le marin, et les achats et la production de produits responsables, clairement, leur business, ils vont perdre du business parce qu'ils n'auront pas une notion d'approche responsable du business dans le groupe. Donc, ils l'ont matérialisé, ils les ont liés. Donc on voit encore une démarche où on pousse à l'ancrage et à la visualisation des informations pour que le message il soit le plus clair possible en intégrant les objectifs de développement durable. Donc celui-ci, c'est celui que je trouve le plus complet aujourd'hui de ceux que j'ai pu voir et de ce qu'on travaille dans le cadre des groupes de travail avec les clients. Je vous partage 2 éléments ici, c'est les 5 étapes que moi je juge primordial par rapport à ce qu'on a pu voir jusque-là, c'est de se dire, je définis mes objectifs, c'est quoi mes enjeux sur lesquels je travaille. Je choisis mes 3 à 5 axes et actions prioritaires. Il faut que je teste, il faut que je mette en place. Regardez, le dernier, on a vu sur la vision 2025-2030, on touche 5 objectifs de développement durable. C'est pas la peine de vouloir en chercher plus. Hein. Et surtout, il faut trouver ceux qui ont un impact fort sur notre activité. S'il n'y a pas d'impact fort sur notre activité, l'effort il va être beaucoup plus important et les résultats ils vont jamais arriver. Donc il faut vraiment chercher ceux sur lesquels ça va apporter de la valeur à nos salariés, à nos parties prenantes, pour s'engager en tout cas dans cette démarche RSE. Toujours déployé en mode pilote, c'est-à-dire je m'engage sur une action, je vais déjà, c'est un peu comme l'alpiniste, hein.
on ne va pas tout de suite en haut de l'Everest. Il y a des camps de base. Donc, il faut découper ces actions en petites actions pour voir de l'avancement et ça permet de faciliter la mesure et l'efficacité de ce qu'on fait et aussi de communiquer dans le temps. Et plus je fais des petites étapes et des petites actions, plus je vais pouvoir communiquer sur l'avancement de ce que j'ai fait, plutôt que de dire dans 2 ans, on aura fait ça. Non, c'est qu'est-ce qu'il y a le mois prochain, qu'est-ce qui a été fait cette semaine et qu'est-ce qui sera fait dans 6 mois. Et on avance et on communique et c'est beaucoup plus facile, en tout cas, pour engager et impacter les parties prenantes et les faire rentrer dans la démarche en termes d'engagement. Et après, forcément, les petits pas là qu'on voit, ça amène aussi une certaine fierté et ça permet aux uns et aux autres de s'engager dans la démarche. Donc voilà, définir les objectifs, 5 actions prioritaires max, orientées sur les objectifs de développement durable, des petites actions pour avancer step by step et pas tout de suite vouloir être en haut de l'Everest, mesurer tout ça et ajuster et communiquer auprès des parties prenantes. Et avec ça, on arrive à quelque chose qui se fait concrètement, simplement, en tout cas, et dans une démarche de co-construction. Je vais vous ramener des éléments de cas concrets et je vais vous parler de SMO, en fait. C'est ce collectif dont je vous ai parlé tout à l'heure. SMO, c'est un collectif, on a voulu faire un projet qui soit simple, local et impactant. Et on est parti d'un constat, Audrey, qui est apicultrice, l'année dernière, elle avait 9 ruches. En janvier cette année, elle n'en a plus qu'une. Et elle avait 2 choix. C'était où elle continuait avec l'apiculture, alors que c'est un élément important, en tout cas, dans sa production de cosmétiques, et un élément fort parce qu'elle travaille avec beaucoup d'apiculteurs, ou elle fait juste de l'approvisionnement auprès des apiculteurs. Le choix, il a été vite vu. On a trouvé une entreprise qui a parrainé les 5 premières ruches et qui lui a permis de redémarrer l'activité. Aujourd'hui, elle en a 9. Et ça a été le déclencheur, en tout cas, de ce collectif-là, où on s'est dit, regroupons les apiculteurs qu'on a dans notre circuit, on va dire, parce qu'on travaille pour les produits cosmétiques avec plusieurs apiculteurs, à 9 en l'occurrence. Et on s'est dit, tiens, il faut qu'on amène aussi d'autres personnes. Donc on a une personne, donc moi-même, du coup, qui accompagne les entreprises sur ces démarches RSE, mais pas que RSE. On a un apiculteur Philippe, qu'on va voir juste après, et on a Audrey, et on a une maraîchère dans le village, parce que forcément, nos petites abeilles, elles vont butiner pas très loin, et c'est un rayon de 3 km. Et on s'est dit, ce qu'on va faire, là, ce parrainage de ruches, on ne veut pas le faire juste comme ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire, OK, l'entreprise parraine des ruches, on file des pots de miel, et puis voilà, c'est fini. Notre volonté, elle a été d'aller plus loin, c'était de dire comment on intègre de l'animation pédagogique, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers aussi dans les entreprises autour de la biodiversité, autour de la gestion du business model avec des outils comme Tumult, pour aller challenger en fait les entreprises à se dire voilà, comment je vais réduire mon impact sur l'environnement et préserver cette biodiversité qui est, nous, notre premier levier d'action. Et on s'est dit, cette activité-là, quels objectifs de développement durable elle impacte. Et c'est là qu'on a retrouvé 4 objectifs de développement durable. Alors, on s'est dit, c'est pas beaucoup. On voit le premier vie terrestre, protection de la biodiversité, c'est clair. Les villes et communautés durables, oui, on est sur un territoire local. Les ruches qu'on rachète, les essaims qu'on rachète, c'est une autre apicultrice qui est côté alsacien, qui nous les vend, qui c'est qui s'en occupe, c'est local. Bref, on a fait ça de manière assez regroupée et sur un raisonnement territorial et local. Des partenariats, on fait de la collaboration entre les entreprises et on lutte finalement aussi contre le changement climatique parce que c'est une contribution indirecte, mais nos petites abeilles, tout ce qu'elles pollinisent, c'est du végétal et ça permet de réguler le climat. On est parti de ce constat-là et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Là, on voit des partenariats avec une association d'anciens étudiants d'ICN, en l'occurrence. Ils ont parrainé la 6e ruche. Et en fait, tous les alumni de cette école ont accès aux produits cosmétiques, aux produits de la ruche de Philippe, que vous voyez juste à côté, qui est l'apiculteur, là, vous voyez au milieu. Un des partenaires apiculteurs du rucher du Pays de Beach. Ils ont accès à ces produits-là à un tarif préférentiel, c'est-à-dire que ce parrainage fait que l'ensemble des acteurs associés à cette activité-là, donc là c'est une association, mais il y a aussi des entreprises qui parrainent des ruches, ont accès à des produits sains, locaux et qui ont du sens. Et on retrouve derrière notre ami Philippe ici ces notions de valeur qui nous entourent. Ça, c'était pas plus tard que la semaine dernière où on étiquetait des pots de miel pour plusieurs entreprises marraines qui voulaient des pots de miel pour ses fournisseurs et ses partenaires. Donc on voit cet écosystème finalement où on se rend compte que cette action qui a du sens pour la biodiversité, pour le climat et pour l'économie locale,
parce que c'est une activité qui est éthique et partagée et co-construite, fait que ça a du sens. Et finalement, arrêtons de faire comme, faisons avec. Quand il y en a qui sont experts sur de la communication, il y a une personne dans l'écosystème le collectif qui fait de la communication et qui fait partie du collectif. Donc, cette notion d'activité partagée a du sens. Et notre volonté, pour prendre un peu plus de recul sur SMO, les marraines de la biodiversité, on a pour ambition, alors on verra comment on le développe et comment ça se construit au fur et à mesure du temps, mais de rajouter des ODD, de travailler sur d'autres ODD avec d'autres partenariats et d'autres synergies et agrandir finalement l'écosystème et le collectif. Et on voit le lien encore après avec cette entreprise pour laquelle on a travaillé sur la stratégie et la politique QSE-RSE pour les années à venir à leur vision 2025-2030, qui est une entreprise marraine aussi de la biodiversité. Donc on voit finalement que tout s'imbrique et que toutes ces activités permettent... Pardon. Sont robustes et amènent de la robustesse, en tout cas, dans tout l'écosystème. Je vais passer sur cet élément-là pour rester dans le timing pour tout le monde. Là, on voit un certain nombre d'exemples pour cette entreprise d'industrie automobile, qui est de dire, voilà, si je suis meilleur en qualité, que j'automatise les contrôles, qualité de vie au travail, le bien-être, le contact avec les clients va s'améliorer. Si je travaille sur l'ergonomie, sur mes différents projets, je vais avoir un impact sur la santé de mes salariés et le fait de les emmener dans le temps avec moi dans le projet industriel qui est mené. Cette notion de ISO 50001, c'est cette orientation forcément sur la partie énergétique et un engagement, cette notion de réduction des déchets non valorisables, c'est de se dire sur ces déchets-là, qu'est-ce que je peux en faire? Là, il y a des réflexions avec des CAT, avec la Croix-Rouge, pour reprendre des gants, par exemple, et les revaloriser en termes de déchets, et qui ne seront pas des déchets, qui seront des isolants par la suite. Et après, on voit beaucoup d'entreprises qui s'engagent dans des labels RSE d'excellence, qui sont plutôt des labels régionaux, territoriaux. On voit qu'il y a une notion aussi de... Le RSE, il a son impact territorial, évidemment, départemental. Donc, on voit beaucoup de labels engagés RSE qui sont posés sur les départements ou sur des régions. Ici, on va retrouver un certain nombre d'indicateurs. Donc là, je voulais juste mettre ceci en visu, sans rentrer dans le détail de tous ces indicateurs-là de performance. Mais effectivement, il faut mesurer ce qui compte vraiment. Et on voit que clairement, moi qui suis adepte des systèmes de management intégrés, voilà, on peut mettre du QSE, du RSE, ils vont très bien ensemble et ils sont faits pour aller ensemble. Et j'ai envie de dire, le RSE est le socle de tous les autres. Donc oui, on va retrouver de l'environnement, du social, de la gouvernance, des éléments de qualité qui vont se retrouver dans ces indicateurs sur des éléments basiques qui nous permettent de construire des scorecards, en tout cas pour piloter l'entreprise et ses activités, assez simples et très orientées dans la démarche RSE. Ça, je vous partagerai des indicateurs plus largement pour ceux qui le souhaiteront dans le détail par la suite. Je voulais redonner des exemples de mesures aussi et d'indicateurs d'impact. Donc là, je vais reprendre celui de SMO sur l'impact sur la biodiversité. Effectivement, là, on a 9 ruches actives. Là, donc là, vous voyez ce magnifique rucher là, qui est à Sirstal, à 4 km de chez moi. C'est un rucher qu'on a en forêt, dans le Pays de Beach. On voit qu'effectivement, on a 50 millions de fleurs qui ont été pollinisées sur une année grâce à ces 2 ruches. C'est un rayon d'action de 3 km. Les colonies, elles ne vont pas plus loin de 3 km pour polliniser et se nourrir. On voit qu'effectivement, 75% des pollinisations des plantes sauvages dépendent de nos abeilles, entre autres. La production alimentaire mondiale, 35%, donc assurée par les pollinisateurs, et aujourd'hui les 18 partenaires engagés, apiculteurs, producteurs, entreprises, associations. Donc on arrive avec des éléments assez simples à quantifier aussi l'impact de ce qu'on fait, et de donner du concret en tout cas à ceux qui sont engagés dans cette démarche-là. Donc si je reviens sur les leviers, mais oui, ne faisons pas tout, priorisons. Il faut vraiment s'orienter sur les 3 à 5 enjeux maximum. Coopérer, mobiliser, faites venir, faites des moments d'échange, utilisez l'intelligence collective, sortez vos blocs de post-it. J'ai envie de dire, j'ai pas pris d'action encore chez Post-it, mais faites-le, parce que quelque part, c'est par ces échanges que vous allez construire demain. Agir, des petites actions concrètes, tester, apprendre, déployer progressivement. Les choses ne se font pas en une minute et changer les habitudes, ça ne va pas se faire non plus en quelques jours ou quelques mois. Continuez à mesurer, continuez à communiquer
Et ces éléments-là, ils vont vraiment devenir des axes de performance. Je voulais, pour compléter cette présentation, avant de rentrer dans la partie questions-réponses, vous parler d'un élément aussi. Donc, je vous ai dit que moi, j'étais au sein du Centre des jeunes dirigeants. Et il y a un outil qui est pour moi primordial et qui fait changer et qui fait qu'on a construit le collectif SMO, en l'occurrence. Et l'orientation, c'est de se dire, ce qu'on veut, c'est se transformer soit pour bâtir une entreprise responsable, durable, agréable, et agir pour inspirer. En fait, tant que le noyau dur, le dirigeant, ne s'est pas engagé, le mouvement, il sera pas complet. Et l'outil de performance globale du CJD, pour lequel je suis animateur de ces commissions, permet ça, en fait. Donc, cet outil-là, il est accessible que par les membres du CJD, je vous le dis tout de suite, du coup, mais ça n'empêche qu'il est orienté sur le mieux se connaître soi pour engager le changement, parce que quelque part, c'est un changement de paradigme. Hein. On ne va pas créer une entreprise à mission ou créer une entreprise avec un modèle économique orienté vers le vivant si on n'a pas travaillé sur soi quelque part, parce que c'est parce qu'on sera orienté vers ces éléments-là qu'on va pouvoir inspirer et embarquer aussi des collectifs, des partenaires, salariés, fournisseurs et clients dans cette démarche-là pour transformer le modèle et faire que ce modèle il soit durable, pérenne et puis qu'il soit orienté pour le vivant. Parce qu'on sait très bien que sans cette orientation-là, ça risque d'être compliqué dans les prochaines années à venir. Et ces outils-là permettent de s'orienter, de définir une stratégie, de voir sur quels axes et quels sujets il faut travailler plus fort. Voilà, moi, ce que je veux, c'est intégrer la transition sociale et sociétale dans les produits, les services de mon organisation. Sur cette nouvelle organisation, on est en train de le faire de cette manière-là. On est en train de réfléchir aussi comment on va peut-être aller sur du coopératif. Ce ne sera peut-être pas une entreprise, peut-être pas une association, mais peut-être une COP ou une SCOP. De changer un peu les modèles économiques et de réfléchir en tout cas différemment que ce qu'on a pu connaître et ce qu'on nous dit qui est la référence depuis des années, et travailler en tout cas sur ces thématiques-là pour avoir un vrai engagement RSE. Je ne vais pas plus loin sur ce produit-là parce qu'il reste assez et pas accessible à tous, mais en tout cas, il faut savoir qu'il existe. Donc n'hésitez pas. Nous, on peut vous accompagner aussi sur ces thématiques-là, sur des diag RSE flash, sur des ateliers parties prenantes pour ramener de l'intelligence collective, la structuration et l'accompagnement sur ces thématiques. Ça, je passe mes contacts, vous les avez tous et vous les aurez tous, du coup. Et en tout cas, moi, je vous invite à rentrer dans une démarche de questions-réponses sur vos enjeux, sur les thématiques ouvertes que vous pouvez avoir sur le moment, sur la thématique du RSE et des ODD qu'on a pu voir ensemble. Et en tout cas, avant de rentrer dans la partie questions-réponses, je veux juste vous partager une chose. Et cette phrase, elle m'anime assez, et j'en parle assez souvent. Et c'est cette phrase d'Albert Einstein qui dit qu'il a défini la folie sur le fait de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Donc, je vous invite les uns et les autres, de par vos démarches et de votre engagement, en tout cas en termes de RSE et sur les objectifs de développement durable, de faire différemment. Parce que ça sera qu'en faisant différemment qu'on aura des résultats qui seront différents. Voilà, merci à tous en tout cas. Et je vous invite, là, si vous le souhaitez, à lancer vos questions et à créer de l'échange, en tout cas dans le chat, pour les uns et les autres. Et j'espère que j'ai pu apporter en tout cas des éléments de réponse à vos attentes sur cette thématique. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat si vous voulez bien. Pas de questions dans le chat pour le moment, n'hésitez pas. Jo, toi qui es dans le back-office, il y a du questionnement. Moi, je ne vois pas de chat, d'éléments dans le chat à l'instant T.
En tout cas, s'il n'y a pas de questions là qui viennent à l'instant T, bah, je vous remercie en tout cas pour votre disponibilité pour l'écoute et n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, je suis assez disponible sur LinkedIn et voilà, je saurai répondre à vos questions. Vous avez tous mes contacts ici. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager vos questions là maintenant. On peut, on peut échanger en tout cas de vive voix ou en tout cas via le chat à l'instant T. Alors j'ai vu, il y a Jude là qui me partage une question de Paul sur quels sont pour vous les meilleurs outils pour engager l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise vers une démarche RSE. Bah, les meilleurs outils, en fait, c'est de créer des moments d'échange, donc de créer des comités avec une représentativité, en tout cas le plus large possible, avec des personnes qui sont engagées et volontaires aussi, parce que bah, ces engagements-là nécessitent aussi de l'énergie, et des fois des énergies à basculer un peu des choses existantes. Donc il ne faut pas hésiter à créer ces démarches-là avec des moments de réunion fréquentes. Il y en a qui intègrent dans leurs réunions shop floor, dans leurs échanges quotidiens, des thématiques autour des sujets RSE. Après, c'est des sujets de pilotage, quelque part, j'ai envie de dire maintenant. Donc, enlevons peut-être le terme RSE et gardons le sujet de pilotage et de gestion d'entreprise. Et le fait de l'intégrer au quotidien, pour moi, c'est la clé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Paul. En tout cas, c'est un chemin que je prendrai pour garder et s'orienter sur cette thématique-là, au mieux. D'autres questions? Euh, Autre question là qui vient de... Quel est pour vous l'élément le plus important des ODD? Pour moi, c'est le dernier, hein, c'est le collectif. Euh, Parce que sans celui-là, on va pas avancer, on va pas avancer plus loin. Cette démarche RSE et les objectifs de développement durable, c'est une démarche collective. Donc le collectif, et c'est le 17e, du coup, c'est les partenariats créés dans le cadre de la démarche. Une autre question autour de qu'est-ce que je pense des ateliers collaboratifs type fresque pour sensibiliser en douceur? Bah, je pense que c'est très bien. Je vais, pour ma part, être formateur mission biodiversité. C'est le principe c'est un peu différent d'une fresque, mais je pense que ces ateliers-là, ils sont bien pour créer des déclencheurs. Voilà, il y a besoin de déclencheurs. Alors, les fresques du climat ont peut-être été un peu une notion anxiogène, un peu, je trouve, derrière, ce qui est la réalité, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une notion anxiogène parce que le climat change plus vite que nous, on peut interagir et se remettre dans le droit chemin. Donc oui, c'est vrai, mais il faut le faire aussi de manière structurée et avec les différents niveaux, quoi. Là, notre maraîchère qui est formatrice et formée pardon, à la fresque du climat, bah voilà, pour passer des messages auprès d'enfants dans le primaire, ouais, il faut adapter les messages en fonction du public, mais il faut les faire. En tout cas, il faut que ces messages passent pour créer du changement. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'action. Mais bon, il n'y a pas que l'émotion de la peur qui fait bouger. C'est ça que je veux dire. Et de trouver, en tout cas, dans ces ateliers, des étapes d'engagement. Je vois des ateliers comme Tumult aussi, qui ont pour but un peu de bousculer le modèle économique des entreprises. Donc ça, c'est des ateliers que je fais avec des dirigeants des startups et des dirigeants de TPE. Et en fait, bah, ça permet de bousculer un peu son mode de fonctionnement avec tous les éléments qui peuvent bouger autour de nous et se poser des questions de est-ce que mon entreprise est robuste et est-ce qu'elle survivra au prochain chamboulement qu'on va vivre. Donc oui, je pense que c'est nécessaire, c'est en douceur. Par contre, sorti de ces ateliers, ça ne se fait pas forcément en douceur. Des fois, il y a des gros déclencheurs et des gros déclics qui viennent et des personnes qui basculent.
Moi, la première fois que j'ai fait un atelier Tumult, où c'était moi qui étais dans l'atelier en parlant de mon entreprise, je me suis posé tellement de questions qu'on a recréé une structure totalement différente. Voilà. Donc oui, c'est important et il faut participer à ce type d'atelier collaboratif, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore un peu de temps devant nous. En tout cas, là, pour les ateliers collaboratifs, là, celui dont je vous ai parlé, c'est Engage pour la mission biodiversité. Après, il y en a sur différentes thématiques. Hein. Mais le dernier, à ma connaissance, en tout cas moi qui m'intéresse fortement, c'est celui-là. Est-ce que vous avez d'autres questions à partager, en tout cas, pour créer de l'échange sur ces thématiques? N'hésitez pas, dans le chat, à poser vos questions si vous en avez d'autres. En tout cas, je réitère encore merci pour votre présence déjà. N'hésitez pas à revenir en contact, créer de l'échange si vous avez d'autres questions ou d'autres thématiques. Comme je vous l'ai dit, moi, je vais vous repartager la présentation déjà dans un premier temps au sortir de ce webinaire. Vous allez aussi pouvoir accéder au replay si vous le souhaitez dans les prochains temps. Et en tout cas, moi, je vous remercie à nouveau pour votre engagement et votre volonté de faire différemment et de faire que la RSE et les objectifs de développement durable deviennent un élément, un facteur clé de succès pour vos entreprises. Merci à toutes et à tous. Dernier call s'il y a des questions. Et sinon, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, un bon appétit en tout cas. Et vous dis à bientôt.